Muteki Yokoso. Salut à tous. Bienvenue sur Muteki, sur votre heure de son japonais. Et pour commencer, on est reparti dans les années 80 avec des ballons ovales tellement ils sont frappés fort. Mais c'est vrai, c'est toute une mise en scène mine de rien. Ouais, enfin tous les années 80 de sport, c'est tous les ballons ronds deviennent ovales. Tu as remarqué ? Exactement. Et même avant d'ailleurs, c'était déjà le cas. C'est vrai. Et justement, on va parler de volleyball cette semaine dans Muteki à l'occasion de la sortie prochaine du film Les Sorcières de l'Orient. C'est ce mercredi 28. Et avec nous, à l'antenne, on a Julien Faro, le réalisateur. Bonjour Julien. Bonjour à vous. Bonjour, on t'entend parfaitement, c'est parfait. Bonjour, donc réalisateur, je le disais, du film Les Sorcières de l'Orient qui sort ce mercredi. Est-ce qu'il y a une certaine appréhension ou est-ce que au contraire vous êtes complètement dans le jus et vous ne vous en rendez pas compte ? Non, c'est toujours un plaisir d'arriver à ce stade-là. Ça veut dire que toutes les embûches et tous les problèmes, tous les doutes qu'on peut avoir quand on fait un film sont levés, et donc c'est le moment de le partager, donc c'est un moment très agréable, au contraire. Est-ce que vous allez aussi venir peut-être à la rencontre des spectateurs dans les salles de cinéma, ou alors vous allez déjà dans un premier temps voir justement les réactions, les retours de ce film les uns après les autres ? Alors on a déjà les retours effectivement des professionnels et puis après de la presse. Et après, oui, c'est toujours aussi un plaisir de venir en salle, parce que moi j'ai beaucoup de... je suis très attaché à la salle de cinéma. Ce film-là en particulier est vraiment conçu pour un grand écran. Et donc c'est toujours important de soutenir aussi des exploitants qui ont vécu aussi une période compliquée, dans un contexte qui était déjà un peu compliqué. Donc... C'est des expériences qui sont pour moi assez uniques, et donc je suis très attaché à la salle, donc je ferai toutes les rencontres que je pourrais faire pour accompagner le film et partager ensemble ce moment avec les spectateurs. C'est un film justement assez particulier. On en parlait un petit peu, on avait fait un petit live Twitch en cours de semaine dernière. Il y a une semaine tout simplement. Il y a une semaine où on avait passé la petite minute et des brouettes de trailer du film qui explique très bien le concept. Ouais. Et il s'agit d'un documentaire, mais j'ai presque envie de dire c'est un double documentaire, puisque on va repartir dans des images d'archives concernant l'équipe, donc l'épopée incroyable des Sorcières de l'Orient, l'équipe de volley japonaise au début des années 60, donc champion du monde en 62 et championne olympique, première championne olympique féminine de l'histoire en 64. Et en même temps, on a une autre narration qui est, d'une certaine façon, que sont-elles devenues ? Vous êtes carrément allés les rencontrer. Est-ce que j'ai résumé le film comme il faut ? Est-ce que vous voulez apporter d'autres précisions ? Non, c'est ça. Le film est volontairement hybride, avec différents matériaux, alors des archives, des images tournées, mais des archives aussi de qualité différente, parfois des films, parfois des dessins animés. Et en fait, cette forme, elle m'a été inspirée tout simplement par le sujet lui-même. C'est important essayer d'avoir une narration et une forme du film qui soit le plus proche de son sujet. Et dans ce cas-là, le cas des sorcières, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient totalement imbriquées. Et notamment donc ce dessin animé dont on va certainement beaucoup parler, mais qui avait en fait, qui était un petit peu, qui avait un peu vampirisé entre guillemets le sujet, l'origine de ce dessin animé, l'histoire vraie. Les joueuses et le dessin animé en question, c'est les attaquantes, et c'est vrai qu'on a tendance à regarder cet épisode qui est un épisode historique, en plus l'histoire du sport, mais c'est quand même un épisode historique à travers ce dessin animé là, et c'est fou. Vous imbriquez en plus de ça, il y a même presque une troisième narration qui est celle du dessin animé en lui-même, où vous mettez en lumière les correspondances, les parallèles entre le dessin animé et sa narration, avec notamment pas mal d'anecdotes que vous arrivez à dégager du dessin animé, et que vous mettez en parallèle avec des vraies images d'archives d'entraînement de ces volleyeuses. Voilà, donc comme je disais, tout est imbriqué parce que vous avez
un dessin animé qui s'est inspiré d'une histoire vraie et qui a profité du succès, de la popularité de véritables joueuses de volley. Et puis ce dessin animé, donc les attaquantes en France et puis Attack Number One au Japon, qui avait été donc créé par une mangaka qui s'appelait Shikako Urano en 68. Et oui. D'abord sorti dans un magazine féminin, donc les fameux shoujo. Ouais, les fameux magazines de prépublication où les mangas étaient publiés avant de sortir ensuite en volume relié, tout à fait. Et ensuite, donc, ça a eu un gros succès de ce manga qui est devenu un animé l'année suivante, en 69. Et après, il y a eu une énorme vague de mangas et d'animés ou de dramas, de téléfilms à la suite, qui tous s'inspirent les uns des autres. Et on a, dans les périodes plus récentes, à partir des années 80, des joueurs de volley ou des joueuses de volley, donc là, de nouveau des vrais, qui s'inspirent de ces animés, en fait, qui commencent à jouer au volley. Donc c'est le cas d'une des meilleures joueuses du monde, qui s'appelle Francesca Piccinini, qui a gagné la Ligue des Champions, championne d'Europe, championne du monde, et qui a à peu près mon âge, je crois, elle date de 79 ou 80, quelque chose comme ça. Et bien, elle a déclaré, par exemple, à la Gazzetta dello Sporto en Italie, qu'elle avait commencé le volley en regardant Attack Number One. Donc chez elle, ça s'appelait Mimi et la Nazionale della Pallavolo, je crois que Pallavolo, c'est ça, exactement, oui, tout à fait. Pallavolo. Donc c'est ça qui est assez amusant, c'est que tout le monde s'inspire de l'autre, mais on passe de la réalité à la fiction. C'était un sujet il y a fort longtemps, justement. Alessandro Del Piero aussi, pareil, qui est aussi une des stars des années 90, déclaré avoir justement voulu embrasser une carrière de footballeur professionnel en regardant Olive et Tom. En Italie, visiblement, il y a un impact de l'animé qu'on ne peut qu'effleurer en France et dont on ne se rend absolument pas compte. Tout à fait. En fait, tous les dessins animés japonais ont transité par l'Italie. J'ai découvert ça pas par les chaînes privées de Berlusconi. Et donc c'est pour ça que nous, la première fois, c'est arrivé par la 5. Alors donc, il faut rappeler aux auditeurs que nous, on a connu donc surtout Attacker You, donc chez nous, Jeanne et Serge, qui est un animé beaucoup plus récent de 84 et qui a été diffusé chez nous en 87 pour la première fois. Et il y a eu une tentative, je crois, du Club Dorothée de TF1 de lancer aussi Attack Number One, les attaquantes, donc chez nous. Mais ça n'a pas fonctionné parce que le public avait trop accroché sur Jeanne et Serge. Tout à fait. Et pensait que c'était une copie, en fait, alors que c'était l'inverse, puisque Attack Number One date de 69 et c'était le tout premier. C'est totalement l'inverse. C'est totalement l'inverse. Et justement, pour commencer cette émission, on a pris le générique, on n'a pas pris de risque, le générique japonais de Jeanne et Serge. Seishun Prélude, chanté par Harumi Kamo. Et effectivement, c'est un dessin animé qui est arrivé par l'Italie, comme beaucoup. C'était acheté au kilo, en fait. Le Club d'eau. Les bandes magnétiques étaient achetées au kilo, tout simplement. Et puis TF1 s'en est emparé ensuite parce que la 5 vendait tous les meubles et tous les bijoux de famille, justement, à la fin de sa vie. Sa disparition, Disparition de la 5 en 92. Julien Faro, on va reparler, on va se recentrer sur le film en lui-même. Juste après, peut-être justement une petite pause musicale, et on va passer ce fameux générique des attaquantes. Et le générique originel japonais, c'est véritablement une pastille musicale des années 60. C'est que nous, on a eu les attaquantes, vous les petites filles. 68, donc c'était pas du tout le même générique. Non, ça a des 60. Surtout que nous, on a un générique, effectivement, nous, années 90, parce que nous, il est sorti fin 80, début 90. Exact. Donc c'est pas du tout le même style, c'est sûr. Mais effectivement, vous aviez raison, c'est un animé qui est passé après Jeanne et Serge en France, alors qu'en réalité, ça en fait partie de l'inspiration. Il y a eu quelques... On en reparlera, mais il y a des similitudes énormes entre les deux. Il y a eu quelques mangas, mais quelques animés, par contre, les animés sont moins nombreux. De voler ? De voler, en tout cas. Ouais, de voler. Beaucoup plus. Faut dire qu'Attacker, on va peut-être pas tout de suite parler trop là-dessus, on en reparlera peut-être après la petite pastille musicale, justement, que tu voulais faire. D'accord, ok. Mais en tout cas, juste pour dire un mot, oui, il n'y a pas eu beaucoup d'animés, je crois, de souvenirs, dans les années 70.
avant Jeanne et Serge, en tout cas avant Tarkiryu, de voler, ou en tout cas qui ont autant de succès. Je pense qu'il y en a peut-être eu une ou deux séries peut-être au milieu de tout ça, mais ça n'a pas vraiment percé au Japon. Mais de mangas davantage, effectivement. Il y a même des mangas complètement oubliés. Il y en avait un sur le rugby en 81, alors pourquoi pas. Donc, ouais, mais il est moins populaire. Oui, mais je veux dire, ils n'ont pas été forcément adaptés en animé. C'était une machinerie qui était plus grosse que ce qu'on pourrait. Alors que le volet, tu peux croire qu'il pourrait y avoir eu d'autres animés, puisqu'il y a eu beaucoup de succès. Mais en général, tu vois, j'ai l'impression que les animés de sport, mis à part le basket, t'en as pas vraiment qui s'enchaînent, tu vois. Il n'y a pas des animés de volley qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Alors que le basket, il y en a eu plusieurs quand même. Bon, le basket, c'est venu surtout à partir des années 90. Mais on digresse. On digresse. Julien, vous restez avec nous. On se fait une petite pause musicale, une petite respiration musicale. Et donc, on passe ce générique. Les attaquants de Kumiko Osugi pour la référence, pour l'interprète de ce générique. Attack Number 1, tout simplement le nom de la série. Vous êtes sur Muteki 04 78 39 18 15. Et vous retrouvez sur internet muteki-radio.fr, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Twitch. Nous sommes toujours sur Twitch. Et bien sûr, Instagram, partout. Partout. Allez, c'est parti, les années 60. Attack Number 1. だけど涙が出ちゃう女の子だもん涙も汗も若いファイトで青空に遠く叫びたいアタックナンバーワンアタックナンバーワン苦しくたって悲しくたってチームの仲間がいるんだもんホイッスルが鳴ると心が弾むわレシーブとスパイクワンツーワンツーアタックだけど涙が出ちゃう女の子だもん涙の中に若い心で流れゆく雲に叫びたいアタックナンバーワンアタックナンバ無敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶバークネツゴッドフィンガー。関智一です。飛べフライ汗と血と涙で光る翼で今全部を切っ去って飛べフライ鳥が空を睨んでる低空飛行する奴らが笑おうと海の果てが見たい
に降り出した雨が翼狂わせる行く手には黒い雲今長い嵐の夜が来る轟来目と砕ける鳩を傘にして飛べフライいつも胸の奥を焦がす炎が道を照らしたストタイになる夜明け前の攻防が才能の花咲かすから命尽きるまで限界を超え最高速で飛べフライ汗と血と涙で光る翼が君をどこへだって連れてゆく青い衝動と本能と空をむき出しにして、yeah、全部を消さって飛べフライいつも胸の奥を焦がす炎が道を照らしたストタイになる夜明け前の攻防が才能の花咲かすから命尽きるまで限界を超え最高速で飛べフライ高いフライ最果ての未来へFly High juste à l'instant, Burnout Syndromes pour l'interprète et bien entendu, quelle question, l'animé c'est IQ. Bien sûr. IQ, second season, hein qu'on se trompe pas. Saison 2, attention, ouais. Ils Saison sont 2. pointilleux les japonais sur les saisons. Et ouais. Là, IQ quoi. Full volet ce matin, vous l'aurez compris effectivement, avec la sortie, à l'occasion de la sortie le 28 juillet de Les Sorcières de l'Orient, donc documentaire, et Julien Faro est avec nous pour en parler. On parlait tout à l'heure de cette double, voire même presque triple narration. On va rentrer un petit peu dedans si vous le voulez bien, Julien. Vous êtes toujours là ? Oui, je suis là, je vous écoute attentivement. Ok, eh ben écoutez, on va pouvoir aller un petit peu plus en détail dans cette double narration. On disait dans la petite vidéo Twitch pour annoncer votre venue dans l'émission. Je résumais la chose alors de manière rigolote, hein, absolument pas sérieuse, mais en disant que le réalisateur leur avait d'une certaine façon payé le repas d'une certaine façon. Mais en réalité, dans le film, on apprend qu'elles se réunissent assez régulièrement. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous les avez contactés pour leur dire voilà, je voudrais vous rencontrer et on se retrouve dans un hôtel et puis on mange un morceau ensemble et je vous filme, ou alors vous avez profité d'une certaine façon d'une de leurs réunions et elles vous ont dit venez à une de nos réunions et filmez-nous. Comment ça s'est passé ? Non, à partir du moment où j'avais l'intention de les rencontrer, c'est des femmes qui n'avaient pas beaucoup parlé en fait, donc c'est à provoquer l'envie chez moi de les faire témoigner et surtout qu'elles puissent raconter leur histoire elles-mêmes, que ce soit pas une voix off qui commente à leur place, parce que le rapport avec l'entraîneur était un petit peu avait créé quelques émois et pouvait créer une certaine ambiguïté sur la dureté de l'entraînement. Ouais. Donc c'était vraiment important que ce soit elle qui témoigne. Donc on a essayé de les contacter, ça a été assez long, on a pris presque un an pour rentrer en contact avec elle. Et puis après, donc j'ai travaillé avec une interprète, bien sûr, parce que moi je ne parle pas japonais. Et on a expliqué, on a fait une demande d'interview. Alors elles étaient assez habituées à recevoir des demandes d'interview, mais plutôt de journalistes. Donc plutôt des choses assez courtes et
qui avait une certaine routine pour elles. Et elles ont bientôt découvert que je voulais leur consacrer un long métrage, donc c'était une approche un peu différente, beaucoup plus en profondeur. Et donc on a décidé d'abord d'aller au Japon en juin 2019 pour les interviewer, mais uniquement avec des micros. Il n'y a pas eu de caméra en notre première rencontre. C'était important aussi d'y aller un peu doucement. Elles nous ont accueillis chez elles, on ne se connaissait pas. Et tout à fait. Il fallait aussi créer un lien et qu'elles puissent se livrer assez librement et qu'elles soient à l'aise avec ça. Et on est revenu en fait en octobre de la même année, 2019, uniquement pour les filmer. Et j'ai demandé aux joueuses elles-mêmes de choisir le lieu où elles souhaiteraient être filmées. Oui. Donc elles ont vraiment eu une responsabilité aussi dans le récit de leur propre histoire, c'était ma volonté. Et dans ce cadre-là, en fait, je les voyais individuellement. Je voulais que ce soit un récit choral et qu'elles puissent raconter l'une après l'autre de façon un peu chronologique leur histoire. Mais il me manquait un moment de partage, un moment collectif. Et donc c'est moi qui ai totalement provoqué ce repas. Et donc, vous avez vu juste, on leur a payé à manger en fait. On les a invités dans un resto à Kyoto, un bel hôtel. Si vous connaissez Kyoto, il y a beaucoup de très beaux hôtels autour de la gare. Cette gare, c'était très sympa. C'est très sympa, effectivement. Et donc voilà, on a provoqué ça. Et effectivement, il n'y avait pas de consigne en fait. On a dit vous mangez, non, on essaie d'être discret. On a mis un travelling autour et elles échangent donc les politesses et puis elles rigolent ensemble. Elles se retrouvent un petit peu comme quelques années avant et c'était recréer un moment de partage. C'est un sacré travail humainement parlant, c'est-à-dire que vous avez réussi à les filmer et à vous faire oublier puisque elles ont l'air véritablement de discuter comme si de rien n'était. C'est assez incroyable. C'est leur talent à elles. En tout cas, elles ont accepté de voir un travelling tourner autour d'elles. Ça ne va pas être très agréable. Mais après, on avait aussi une équipe assez expérimentée. J'ai travaillé avec un très grand chef-opérateur japonais qui s'appelle Yamakasi et qui est très expérimenté. Il a 81 ans au moment du tournage. Donc, c'est pas le... J'ai eu un tournage... Voilà. Non, j'ai eu un tournage. Donc, les joueuses avaient entre 73 et 83 ans. Mon interprète avait 74 ans et le chef-op avait 81 ans. Donc on était, il y avait une génération. Moi j'étais. Vous étiez presque un gamin par rapport à ça, oui. Oui, c'était important qu'il y avait des gens de leur génération parce que c'est le Japon, comme beaucoup de, comme le monde entier, c'est une génération des années 60 qui est avec des codes et des façons de voir et d'agir qui sont très différentes. Et c'était important qu'elle soit aussi entourée de gens de confiance comme ça. Est-ce que, alors on passait juste à l'instant, on a passé le générique de Haikyuu qu'on vient d'annoncer à l'antenne et juste avant c'était Attack Number One, donc le générique de cette fameuse série animée. Et je vois à un moment donné, en fait, je me souviens d'un moment donné où l'une des joueuses regarde Attack Number One avec ses enfants, ses petits-enfants. Est-ce qu'elles savent éventuellement, est-ce que vous savez quel regard elles portent sur tout ce qui a été créé, notamment ce dessin animé, mais tout ce qui a été créé à partir de leur épopée? Alors celle qui regarde avec ses enfants et petits-enfants, c'est Tanida-san. Elle avait un regard assez distant en fait, c'est-à-dire que ça l'amusait. Mais il faut peut-être donc expliquer comment ça s'est passé. En réalité, donc les Sorcières de l'Orient vont être championnes olympiques en 64. Elles vont avoir une popularité immédiate parce que la finale est retransmise par les 5 chaînes japonaises et qui d'un coup elles deviennent des gloires du sport dans leur pays. Premier JO en mondovision en plus de ça. C'est ça. Tout à fait. Ouais. La capitaine Masai Kasai va avoir un mariage quasiment princier en présence du ministre japonais et elle se marie à un haut dignitaire, un militaire, etc. Donc elles ont un statut vraiment pas de star, parce que c'est pas tout à fait comme aujourd'hui, mais de grande notoriété au Japon. Oui. Et un petit peu avant 68, avant les Jeux de Mexico, il y a le fabricant de ballons, qui était le fournisseur de ballons officiels de 64, qui a trouvé intéressant de susciter l'intérêt de futurs joueurs et donc de vendre des ballons de volley en fait, de financer la création d'un manga. Donc il va
il va donc payer ce manga à Chicago Urano, et ça va être le premier shoujo sportif. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Donc, dans les shonen, donc les mangas pour les jeunes garçons, le sport était déjà présent en 68. Ouais, mais la thématique sportive était très rare dans les shoujo. Ouais. Et donc, c'est la première fois qu'il lance ça. Et en fait, ça a été un succès. Il profite de cette... Donc, si vous voulez, les joueuses sont un peu déconnectées. En fait, on les a pas contactées en disant est-ce que vous voulez qu'on participe Ça s'est fait un peu, pas dans leur dos, mais si vous voulez, totalement parallèlement. C'est une commande, voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, les joueuses étaient, voilà, quand je leur ai montré, elles ont souri, elles l'avaient pas vu beaucoup. Oui. Et même si elles connaissaient surtout la chanson. La chanson, on la retrouve dans tous les karaokés de Tokyo. C'est clair. C'est vrai. C'est directement dans les classiques. Complètement. Ouais. C'est clair. Et du coup, en parallèle, on a ces images-là qui viennent d'images donc d'archives. Vous travaillez, alors si je comprends bien, vous travaillez à l'INSEP, donc vous maniez depuis déjà un certain temps des images d'archives, mais ensuite il faut aller chercher des images à la NHK, au Fonds olympique. Comment vous avez réussi à retrouver toutes ces sources et à manipuler toutes ces sources et surtout à les collecter en fait? Est-ce que c'est compliqué comme démarche? Alors effectivement, je suis en charge d'une petite cinémathèque à l'INSEP, l'Institut National du Sport, qui se trouve à Paris, dans le bois de Vincennes. Oui. Et donc, je suis entouré de ces archives. Donc, c'est un fond essentiellement en 16 mm. Et donc, c'est vrai que c'est mon univers, l'archive. Donc, j'ai peut-être moins de difficultés. Enfin, j'étais plus familier avec ça. Il y avait pas mal de choses déjà en fait à l'INSEP pour le film, notamment des films soviétiques sur les championnats du monde 62. Il y avait un autre film français. Ouais. Et donc après, c'est surtout un travail de négociation avec les ayants droit. C'est ça qui est long et un peu fastidieux, c'est d'être d'accord sur ce qu'on utilise, dans quelles conditions. Et avec le CIO et avec les Japonais, voilà, c'est surtout beaucoup de mails et de tractations pour savoir si on pourra utiliser tel ou tel extrait. Et ensuite, sur la fabrication elle-même, sur le montage, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire. Je prends beaucoup de plaisir à monter et à imbriquer toutes ces images. Et donc ça se fait par test, je teste des montages, je vois si ça fonctionne. Il y a quelque chose de... Il faut dire aussi que pour revenir sur comment elles ont été articulées. Quand j'ai découvert cette histoire des sorcières à travers un film. On m'a apporté un film japonais de 64. J'ai vu l'entraînement des sorcières. J'étais totalement abasourdi par la vitesse de leur entraînement, l'intensité de leur entraînement. Mais surtout, ça m'a tout de suite fait penser à Jeanne et Serge. J'ai dit, c'est pas possible, c'est exactement ça. Et en fait, je découvre qu'il y a un lien. Et c'est ça qui m'a aussi un peu poussé à faire le film. J'ai dit, c'est quand même dingue. Tout le monde connaît Jeanne et Serge en France, mais personne connaît les sorcières de l'Orient. Et du coup... Jeanne et Serge, où d'ailleurs l'entraîneur s'appelle Daimon également. C'est assez amusant. Ouais, exactement. Exactement. Il y a une référence directe, puisque, il faut le préciser, l'entraîneur des sorcières de l'Orient, Daimatsu, a été surnommé par la presse occidentale, et ça a été repris un peu au Japon, Demon Coach. Donc le coach démon. Oui. Et donc exactement dans Attacker You, Jeanne et Serge, Daimon est un des premiers entraîneurs de Jeanne Azuki, et c'est totalement un clin d'œil, c'est clair, à l'histoire vraie. Et vous le montrez bien dans le film, ça justement. On a des séances d'entraînement, c'est même parfois difficile à regarder. On se dit mais il s'arrête jamais. Enfin, ou il ne s'arrête jamais, ou ça ne s'arrête jamais d'ailleurs. Ouais, il y a une grande intensité qui a pu émouvoir aussi des Occidentaux. Je crois qu'il y a vraiment une culture de l'entraînement au Japon qui est très martiale et qui est propre au Japon, où les Japonais aiment bien, quand il s'agit d'entraînement sportif, mais j'allais dire dans plein de domaines en fait. Hein, quand ils doivent faire des pâtisseries ou des pliages, ils ont un investissement total, et c'est tout à fait japonais de s'engager comme ça sans compter. Et donc c'est vrai que ça a pu émouvoir parce que les images sont assez impressionnantes, les joueuses sont exténuées, elles pleurent, etc. Mais moi j'étais un petit peu plus habitué, le fait de travailler à l'INSEP,
avec l'entraînement de haut niveau. Oui. Et effectivement, l'entraînement de haut niveau, on pousse les athlètes, ou ils se poussent eux-mêmes dans leur retranchement. Il faut progresser, donc ça peut aller jusqu'au vomissement, à des états comme ça un peu impressionnants. Mais en réalité, les joueurs et les joueuses sont engagés dans un programme d'entraînement qui doivent les mener au toit du monde. Donc il y a beaucoup... c'est pas du sport loisir, c'est ça la réalité du sport de haut niveau. C'est une réelle ambition, effectivement. Vous avez déjà répondu donc à la question que je voulais vous poser par rapport à la genèse du projet. Et ce film, si je comprends bien, donc que vous aviez découvert, vous a marqué. Mais qu'est-ce qui vous a amené à aller rencontrer ces dames justement pour faire cette double histoire de cette épopée donc mondiale et olympique, et ensuite du regard que ces dames ont ensuite sur leur vie et leur carrière? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette narration-là? C'est vrai que c'est une bonne question, parce que tous mes films précédents ont été faits uniquement avec archives et une voix off que j'ai écrit moi. Mais là, en fait, quand j'ai commencé à consulter les archives et à lire des articles de presse ou des commentaires plus récents, j'étais un peu agacé par les malentendus que je lisais entre les lignes. Et notamment, il y avait deux écueils que je retrouvais tout le temps. C'était une méconnaissance de la réalité du Japon et une méconnaissance du sport de haut niveau. Et en fait, les commentateurs, les observateurs se parlaient au nom des joueuses en disant mais elles sont victimes d'un tortionnaire, etc. Donc il y avait une espèce de victimisation. Voilà, de jugement à l'emporte-pièce. Et en fait, on n'a jamais imaginé que ces joueuses avaient juste choisi d'être athlètes de niveau. Et si ça avait été des garçons, ils ne se seraient peut-être pas posé la question. Oui. Et donc c'était très ambigu, et c'était pour moi hyper important que les joueuses témoignent et racontent leur histoire elles-mêmes. Donc c'était ça qui était important, je voulais les rencontrer. Et puis le fait de les voir aussi comme ça en forme, on les voit s'entraîner. Il y en a une qui va à la salle de muscu, il y en a une qui entraîne encore à 74 ans, qui entraîne et qui joue au volley. Oui. On la voit s'échauffer, elle met ses pieds derrière la tête, elle est hyper souple, c'est important de voir que cet entraînement était en réalité sain et bienveillant, et qu'elle joue encore au volley. Je pense que c'est le meilleur signe que cette expérience n'était pas traumatisante. Ouais, Vas-y. Ouais, non, ce qui est clair, c'est que, et je trouve que c'est très important, c'est que et je vais plutôt revenir sur l'aspect sport de haut niveau. Moi, je m'intéresse beaucoup à beaucoup de sports, comme toi, Damien. On s'intéresse beaucoup au sport, et notamment le sport de haut niveau. Et je pense qu'effectivement, les gens se méprennent sur le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, pour atteindre justement le haut niveau, ça nécessite beaucoup d'efforts. Mais comme toute passion, comme tout ce qui nous amène à nous mettre à fond dans une passion, et pour certains c'est le sport, voilà, et surtout c'est une carrière à embrasser, et pour cela il faut sacrifier les choses, parce qu'à un moment, enfin sacrifier, peut-être le terme est fort, mais en tout cas il faut faire des efforts, il faut faire beaucoup plus d'efforts, parce que on doit, comme vous dites, il faut progresser, il faut aller plus loin. Et donc je pense que c'est important de se dire que ces athlètes effectivement font des choses extraordinaires. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte que les athlètes font des choses extraordinaires. Mais pour arriver à ça, c'est pas en restant dans son canapé ou en restant chez soi. C'est tous les jours s'entraîner. Ah, c'est évident. C'est ça qui est important. C'était important. Par exemple, il y a les joueuses qui en parlent et qui disent nous, on voulait tout faire pour être dans cette équipe. Donc ça a renversé totalement l'image que la presse occidentale avait dit. Elles sont obligées de faire ça. On les force. On peut pas forcer des athlètes de haut niveau à performer. C'est pas possible. On peut pas forcer à ce niveau-là. Et assez récemment, là, j'ai reparlé avec un ancien entraîneur de l'équipe de France de volleyball. On parlait à ce sujet, et il m'a donné une anecdote que je trouve assez belle et qui explique très bien ce dont on parle. Il me disait, j'ai souvent été en contact avec des joueuses qui jouaient très bien au volley, et on les pousse à l'entraînement. Mais les joueurs qui deviennent sur les meilleurs podiums internationaux, qui deviennent champions olympiques, eux, on les pousse pas, on les retient. Oui. Ouais. Effectivement. Là, ces joueuses-là, c'était des joueuses qui étaient de très très haut niveau, et elles n'avaient pas peur de se faire mal, elles n'avaient pas peur, elles avaient envie, elles faisaient tout, pour être titulaires, elles se donnaient les moyens de leurs ambitions.
Et donc ça peut être un peu parfois curieux avec nos codes à nous de normalité, de voir des gens qui vont aussi loin dans l'effort. Mais en réalité, voilà, c'est une population, le sportif de haut niveau, qui n'est pas habituelle, qui est tout à fait extraordinaire. Dans le sens fort du mot. Au sens premier du terme, exactement. En dehors de l'ordinaire, tout à fait, au-delà de l'ordinaire. Et du coup, on va pouvoir ensuite enchaîner. Mais enfin, vous avez tout à fait en plus souligné ça. Si vous allez voir le film, chers auditeurs, vous allez avoir justement cette dichotomie, ce rapport. Vous avez eu la présence d'esprit de mettre quelques commentaires justement occidentaux, le regard des occidentaux finalement sur cet entraînement ou sur cet entraînement martial intense, et finalement c'est le spectateur qui est gêné par ces commentaires-là. Après tout ce qu'on a vu, on comprend la démarche, justement ce que vous venez de dire. Vous arrivez à le transmettre sans mots. On arrive à comprendre la démarche, on arrive à comprendre pourquoi elles font ça, comment elles le font également, comment elles y arrivent. Et là, on a des commentaires d'occidentaux ou des manchettes. Je crois que c'est des manchettes de journaux avec un regard glacial. Bref, j'en dis pas plus, mais c'est vrai que on est pris dedans. On vous suit effectivement du début à la fin. Et vous avez ce petit moment que vous avez souligné avec donc ces commentaires occidentaux qui apparaissent du coup comme complètement déconnectés de la réalité des événements. Julien Faro, on se retrouve juste après cette pause musicale. On passe qu'une seule chanson, c'est la sélection donc d'Alpha. Toutes les 2 semaines, on a une sélection groove, hip-hop, tout ce qui est son rond, si j'ose dire. Et Dieu sait que Alpha aime ça, justement, les sonorités chaudes. Ouais. Donc une petite chanson, on se retrouve en 1993, c'est un petit peu plus loin, avec un groupe du coup que j'ai passé il y a 2 semaines, mais bon, coïncidence. Un autre titre, pas le même. Ouais. Shadarapar, l'un des monuments du hip-hop japonais. Kanatakara no Tegami, c'est sur Muteki. On se retrouve juste après. Allez, c'est parti. でしょうか。こっちはさして問題もなくみんな元気でやってます。暑いといえば暑いのか、寒いといえば寒いような一言じゃとても言えないけどとても快適なんだよ。澄んだ空気青い空、山の背に沈む夕焼けなどはうっかりすると涙を流すほど本当に素晴らしすぎるんだよ。木々からこぼれる光は眩しく僕はその影だけを追ってる。気がつくともう夜になってる。そんなこともしょっちゅう毎日みんなで口にするのはあいつも来てればなって。本当に僕も同感だよ。それだけが残念でしょうがないよ。そう面白いことがあったんだよ。確かに3日前のこと、近くに綺麗な小川があってみんなでそこへ遊びに行って子供みたくキャッキャ言ってたら誰かが急に言い出したんだ。川って海に繋がってんでしょ。行ったんだほんと確かめに。そんで3時間ぐらい歩いた時に川の始まりってさ、道をくるり逆に戻りまた3時間ほど経った頃にねえ、なんかお腹すかない？あっさり帰ってたら服食って川のことはすっかり忘れて、そんなんで一日終わっちゃうんだよ。そっちじゃ考えられないでしょ。やっぱりみんなで口にするのはあいつも来てればなって。本当に僕も同感だよ。それだけが残念でしょうがないよ。
全てうまくいくとかそんな風にすら思えてくるのさ普段暮らしてると見逃しそうなこともいろいろとわかるようになった葉っぱの色それらの形一つ一つに表情がありぼんやり眺めているだけでも笑いがこみ上げてくるよ地平線の意味ありとあらゆる単位空気の密度火そのもの幸せの構造音上の空石のドラマ正気の沙汰記憶の彼方諸悪の根源点と宣言点じゃんけん人間それら全てがついさっき繋がった僕は全てを把握したここに来なけりゃ僕は一生分からずじまいで過ごしていたよ案外桃源郷なんてのはここのことかなってちょっと思った君も早く来たらと思うそれだけ書いて筆を置くKanata Kara no Tegami, Shadarapar, 1993. Un titre qui sent bon le scratch et le vieux sampling. Effectivement, on est vraiment au début du hip-hop. La sélection donc de l'ami Alpha à retrouver bien entendu sur le gros Tadzik lgtdz.com fr. C'est pas comme. Je devrais le savoir en plus. Bref, on vous donne évidemment à chaque fois les liens qui vont bien. Tu tapes le gros Tadzik sur les moteurs de recherche, ça passe. Oui, aussi. Tu le trouves. À noter d'ailleurs l'ouverture d'une nouvelle boutique à Lyon, justement, spécialisée dans le vinyle et avec beaucoup de vinyles japonais. Il s'agit de Onigiri Records qui vendait déjà en ligne depuis déjà quelques semaines, qui a ouvert pile poil pour le Disquaire Day. Ah! C'était l'occasion, c'était samedi dernier. C'était samedi dernier. Ah ouais, je savais même pas, tu vois. C'est trop tard. Disquaire Day. Ouais, voilà. Après, c'est bien de en parler. Comme ça, on s'est calé un jour. Effectivement, on va remonter encore plus loin dans le temps. Et encore, on va remonter dans le temps et en même temps rester sur notre époque, sur notre timeline à nous, avec donc ce documentaire qui s'appelle Les Sorcières de l'Orient, on le rappelle, qui sort ce mercredi, qui sera visible à Lyon, il me semble, au Comédia. En tout cas, c'est le Comédia qui l'annonce sur son site. Et avec nous, Julien Faro, le réalisateur, pour en parler. C'est une épopée incroyable et c'est surtout une épopée d'un club de joueuses semi-professionnelles qui travaillaient le matin et s'entraînaient jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Le soir, c'était une vie de fou et vous arrivez bien à le retranscrire. Mais ça a dû vous travaillez à l'INSEP, mais ça a dû vous frapper, ce mode de vie où effectivement on ne s'arrête quasiment jamais, on ne dort quasiment pas et tout le monde, c'est une vie en communauté d'une certaine façon, Julien Faro. Ouais, la grande originalité de ce modèle, c'est effectivement le fait que l'équipe soit une équipe d'entreprise au départ. Oui. C'est quelque chose qui est encore très présent au Japon. Les grands groupes industriels et les plus grandes multinationales soutiennent souvent le sport professionnel. Oui. Donc là, dans le cas des sorcières, l'industrie textile était un secteur, un des fleurons de l'industrie japonaise avant notamment les fibres synthétiques, mais le coton japonais
très prisé. Et donc les grands groupes textiles avaient depuis le début du XXe siècle des équipes de volley pour leurs ouvrières. D'ailleurs, c'est pour ça que le sport a cette dimension féminine, parce que on emploie plus souvent de la main-d'œuvre féminine dans cette industrie textile. Et après la Seconde Guerre mondiale, les grands groupes industriels ont décidé de développer une filière haut niveau pour remporter le championnat du Japon. Et c'était un peu de façon de déporter leur concurrence industrielle sur le plan sportif. Oui. Et donc Nichibo, un de ces grands groupes textiles, va demander à un de ses employés, qui est un ancien joueur de volley, de prendre en charge ce programme élite. Donc Daimatsu, qui est employé donc, de Nichibo, va regrouper les meilleures joueuses de différents sites du Japon sur une même usine à Keizuka, qui est dans le Kansai, au sud d'Osaka. Oui. Et va aussi recruter des jeunes joueuses de Shitenouji, qui est tout près d'Osaka aussi, pour fonder préparer cette équipe de haut niveau. Donc c'est Daimatsu qui est à l'origine, c'est l'entraîneur qui est à l'origine de cette équipe de très haut niveau. Ouais, il va être nommé par les patrons de Nichibo pour prendre en charge ça. Et lui-même travaille le matin avec les joueuses. Donc elles ont des tâches plutôt administratives. Elles sont pas sur les chaînes de production parce qu'ils savent assez vite qu'elles vont devoir jouer et donc partir en tournée, etc. Des tournois et ailleurs. Mais elles s'occupent de la livraison des commandes, elles s'occupent de l'administratif, de la comptabilité. Elles n'ont pas un travail factice, elles travaillent réellement dans l'usine. Elles vivent avec les ouvrières et donc le matin elles ont. Et donc c'est vrai que c'est un modèle qui est à la fois un peu inattendu pour nous parce qu'on n'a pas cette culture-là en France des corpos. Et puis il faut se dire ce qui est quand même moi ce qui m'a complètement qui m'a hyper surpris, c'est que c'est vrai que normalement une équipe nationale, on prend les meilleures joueuses du pays et on les regroupe et ça fait l'équipe du Japon. Et là, ce qui est dingue, c'est que c'est une équipe d'entreprise. Elles vivent, elles travaillent, elles s'entraînent toutes à Keizuka et donc c'est totalement inattendu de voir la meilleure équipe du monde qui est en fait une équipe corpo, quoi. C'est comme si une entreprise s'était installée sur le site de l'INSEP et prenait en charge tous les joueurs en mode Pôle France. Ouais, c'est un peu ça. Après, le modèle, c'est vrai que si on reparle de l'INSEP, on essaie de faciliter la vie des sportifs parce qu'ils peuvent vivre sur place, ils peuvent faire leur formation sur place, ils peuvent aller à l'école sur place, il y a aussi un médical, etc. Donc il y a un côté un peu village olympique toute l'année, oui. Puisque les disciplines voilà. Et là, en fait, dans le cas de Nichibo, on retrouve un peu ça. Les joueuses n'ont pas de trajet à faire entre le travail et l'entraînement. Oui. Elles sont le groupe aussi. On sait qu'il y a plein de les équipes nationales, la grosse difficulté pour les entraîneurs, les coachs, c'est de créer ce lien entre des joueurs qui se connaissent pas, qui parfois sont même concurrents le reste de l'année, etc. Et là, c'est pas le cas. Elles vivent toute l'année ensemble, donc le groupe est déjà très soudé en fait. Donc c'est un modèle qui, on comprend aussi pourquoi il a été aussi efficace. Parce que ce groupe vit au jour le jour et même nuit et jour ensemble. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est donc aux années mi-60, au milieu des années 60, et c'est à peine 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le Japon devait continuer à se reconstruire. La base, le cœur de base donc, de cette reconstruction, c'est les entreprises. C'est l'industrie. Donc, en gros, toute la vie japonaise, à partir des années 40, enfin post-40, c'est... on reconstruit autour des grosses industriels et du coup toute la société s'est construite quasiment autour de ça. Donc les Japonais, il n'y avait pas que les sportifs de haut niveau, tous les Japonais vivaient autour de leurs entreprises. Le week-end c'est organisé par l'entreprise, le matin, le sport du matin c'est organisé par l'entreprise. Enfin, tout était effectivement fait autour des années 60, c'était le presque pas le summum encore, mais c'était vraiment déjà ce développement de vivre autour de l'entreprise. On vivait, la famille même s'organisait autour de l'entreprise. Donc, pour ceux qui connaissent le Japon et son histoire, sa culture post-guerre, c'est pas étonnant. Mais c'est vrai que du point de vue extérieur, ça surprend de voir que tout se construit autour des entreprises, quoi. C'est un autre monde, effectivement. Ouais, c'est complètement différent. Donc,
Donc, et même aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, le sport de haut niveau, c'est des noms d'entreprises dans les clubs de sport. On rappelle. On va en parler justement de ça pendant les quelques minutes qui nous restent. Julien Faro, on suit le parcours de cette équipe. On revient d'une certaine façon on va dans l'intimité de ces joueuses 50 ans plus tard. Ce club, vous les suivez jusqu'au titre olympique. Ce club, vous l'avez mentionné un petit peu à la fin, ce club, il va encore continuer à gagner des titres encore et encore jusqu'à quasiment la fin de la décennie. C'est un parcours qui va même encore au-delà du film lui-même. Oui, moi j'avais décidé de m'arrêter en 64 parce que clairement, c'est le haut. Ça faisait une césure. Il y avait pas mal de joueuses qui vont arrêter à ce moment-là, mais les plus jeunes, les remplaçantes vont prendre le leadership et elles vont continuer. Elles seront championnes du monde en 67, vice-championne olympique en 68, vice-championne olympique en 72. Donc ça va se renouveler partiellement, mais en tout cas, c'est encore des joueuses de Nichibo. Et effectivement, je donne une statistique à la fin du film qui fait un peu, même pas froid dans le dos, mais qui est totalement dingue. C'est si on prend donc ce groupe Nichibo, l'équipe d'entreprise qui est devenue l'équipe du Japon, elle a enchaîné sur 7 ans 258 victoires consécutives. C'est-à-dire donc victoire contre d'autres clubs et victoire contre des équipes nationales, tout compris. Voilà, exactement. Tout confondu, 258 matchs sans défaite. Sur 7 ans, à peu près. C'est effrayant, effectivement. C'est plus qu'une domination à ce niveau-là. On arrive sur la fin de l'émission. Un petit mot d'ailleurs sur l'avenir, enfin le futur de ce club qui s'écrit du coup désormais au passé, puisque Nichibo est devenu Unitica et le club a disparu en 2000. Par contre, toutes les joueuses ont été transférées dans un nouveau club qui a été créé à partir de zéro, mais sur les ruines de Unitica, mais pas à Osaka. C'est les Toray Arrows aujourd'hui, si vous suivez un peu la V-League. Je sais que Léo, toi, tu le suis du coin de l'œil. Ouais. Les Toray Arrows qui sont dans le département de Shiga, donc c'est beaucoup plus proche de Kyoto. Enfin, c'est vers le lac Biwa, globalement, pour ceux qui connaissent. Et on salue Laurent, puisqu'on a un ami là-bas, un ami français, dans le département de Shiga, justement, près du lac Biwa. Et d'ailleurs, il y a 2 joueuses des Toray Arrows, donc ce club pseudo-successeur qui figure dans l'équipe nationale japonaise là en 2020. D'ailleurs, Julien, est-ce que vous avez peut-être un pronostic pour ces Jeux Olympiques en volley japonaise? Elles ont un peu disparu des radars dans les années 90, surtout 90, même si elles n'étaient pas trop loin des médailles. Elles n'en avaient pas forcément le petit plus pour avoir une médaille. Elles ont réussi à en accrocher une en 2012. Est-ce que vous les voyez ici, enfin là-bas en tout cas chez elles à Tokyo, est-ce que vous les voyez accrocher une médaille? Elle se rapproche des meilleures nations là, ces dernières années, ces derniers mois. Donc, il peut y avoir un effet aussi un peu galvanisateur. Je leur souhaite. Je sais qu'une des meilleures équipes, c'est la Chine pour les filles. Oui. Et il faut, à ce sujet, préciser que Daihatsu, juste après 64, va être recruté par la Chine pour justement les aider. Et Daihatsu a jeté les bases du volley chinois. Il y a aussi eu notamment le tennis de table qui s'est inspiré de ces méthodes. Oui. Donc je crois que si on doit à ce niveau actuel, la Chine d'ailleurs sait très bien s'approprier les meilleurs techniciens du monde entier. On le voit régulièrement dans des sports auxquels ils n'étaient pas familiers. Donc le volleyball chinois doit aussi à ses origines, à des origines japonaises, si j'ose dire, dans les années 60. Donc oui, je leur souhaite d'accrocher au moins un podium, ce serait chouette pour elles. Puis ce serait un joli clin d'œil à leur prédécesseur de 64. Tout à fait. Julien Faro, merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. On a déjà même passé 10 heures. Heureusement qu'on n'a pas l'émission derrière, effectivement, qui nous aurait tapé sur les doigts, justement, qui nous auront lancé des ballons à
à la tronche jusqu'à ce qu'on quitte le studio. Heureusement, ils ne sont pas là. On leur fait bien entendu des gros bisous. Ils reviennent à la rentrée. Yes. Visage d'Amérique latine. Merci beaucoup. On rappelle, le film Les Sorcières de l'Orient sort ce mercredi 28 juillet. Donc, on le disait, documentaire, double documentaire même d'ailleurs, avec donc 2 narrations. Et donc, on retrace l'histoire de ces championnes du monde et olympiques japonaises en volleyball, et aussi on les rencontre, on les suit dans leur intimité 50 ans plus tard. Merci beaucoup. Ouais, donc juste pour rappel, au Comédia à Lyon. Donc, en tout pour cas, nous, à les Lyon, Lyonnais, ce Comédia, mais n'hésitez pas à aller sur Internet pour aller chercher le film pour trouver la salle la plus proche de chez vous. Je sais que Ciné Cachan le fait, moi j'ai été à Paris, donc voilà. Non, mais voilà. Par exemple, cherchez sur Internet la salle la plus proche, je vous recommande chaudement le film. Très bien, merci beaucoup Julien Faro. Merci beaucoup. Et juste un petit mot, parce que je vous ai entendu parler du disque Ardais. Moi, je suis aussi assez fan de disque vinyle. Sachez que pour la sortie du film, vous pourrez gagner. Enfin, le distributeur a sorti un petit 45 tours avec l'affiche du film. Et donc, on a la chance d'écouter deux morceaux inédits de Jason Little, qui est l'ancien leader de Grand Daddy. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de skateurs à Lyon, donc ça va intéresser certains d'entre vous. Tout à fait, on n'a pas parlé de la musique, et c'est un artiste californien qui est associé effectivement au monde du skate, tout à fait, Jason Little, tout à fait. Et donc voilà, vous pourrez voir avec le cinéma, ou peut-être même avec vous, peut-être faire gagner quelques exemplaires. En tout cas, le distributeur a fait ce joli petit 45 tours. Voilà, donc c'est un collector pour notamment les fans de Jason Little, parce que le morceau, il est totalement inédit, il n'existe nulle part ailleurs. C'est le morceau à la fin Ouais, exactement, la chanson de la fin. Il a fait un deuxième morceau instrumental sur la reconstruction du Japon avec son fameux arpeggiator. C'est une commande, je lui dis, il faut absolument qu'il utilise son arpeggiator. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour nos amis aussi disquaires et fans de musique. Ce sera une chouette... Et du coup, on fait un clin d'œil aussi à UFO Distribution, qui a eu la gentillesse de nous répondre et de nous rerouter effectivement les mails des uns et des autres pour cette interview. On les remercie. On va se quitter avec, alors c'est pas du Jason Little, c'est pas non plus du volley d'ailleurs, mais il y a quand même un lien, vous allez voir. On va se quitter avec un animé complètement oublié des années 1980, 82 pour être plus précis, qui s'appelle Tokimeki Tonight. C'est Hôtel Transylvanie 25 ans avant, puisqu'on a une petite lycéenne, collégienne, qui est fille de vampire et de loup-garou, et qui s'éprend d'une amourette avec un garçon normal. Horreur, malheur, et puis aussi pas mal de choses mignonnes, parce que mine de rien, ça reste quand même un animé relativement shoujo. Et la chanson Super Love Lotion, l'ending, est interprétée par Harumi Kamo, qu'on a entendu au début de l'émission, qui est l'interprète du générique de Jeanne et Serge. Le lien que t'as fait. Allez, on se quitte avec cette chanson-là. Merci encore Julien Faro. Et donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais. Ciao. Ciao, matane. Tchuss. Merci.